On quitte la politique française, mais on la garde quand même un peu pour dézoomer sur l'Europe et les élections européennes. Des élections dont les résultats à l'échelle du Parlement européen ont été éclipsés par la dissolution d'Emmanuel Macron et qui ont placé la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, en position de force pour peser à Bruxelles. Bonsoir Patrick Martin-Genier. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'ENIALCO, vous êtes spécialiste de l'Europe et vous avez commis L'Europe a-t-elle un avenir, disponible aux éditions Studirama. Est-ce que j'ai à peu près tout bon? Vous avez tout bon, et la réponse naturellement est positive, mais on aura l'occasion d'en parler. On va tout à fait en parler. Alors, chers amis, vous avez de l'eau, des gobelets, vous en avez même? Ah, formidable. Merci. Autant que vous voulez, remettez bien les bouteilles en dessous, sinon elles seront au milieu de votre torse dans le champ. Et à vos côtés, Patrick, Clara Bauer-Babeuf. Salut Clara. Bonjour. Vous êtes journaliste à Euractiv. Euractiv, c'est un site qui est spécialisé sur l'Europe. C'est ça. Avant de parler de Giorgia Meloni, comment ça a été reçu l'annonce de la dissolution d'Emmanuel Macron, qui a complètement éclipsé d'une certaine manière les résultats du scrutin européen? Pas très bien, à tout le moins. Oui, alors en France, on a parlé d'un coup de poker, un peu cette carte sortie nulle part, et la réaction a été assez similaire en Europe. Ça a surpris, personne ne s'y attendait évidemment, et je pense qu'au-delà d'avoir surpris, ça a aussi évidemment créé une inquiétude, parce qu'évidemment, on gouverne l'Europe à 27, et du coup, cette dissolution aura évidemment non seulement des répercussions au niveau national, mais aussi au niveau européen. Patrick? Oui, ça a inquiété un peu parce que vous savez que Emmanuel Macron s'était érigé, et il avait raison, comme leader de l'Europe. Il a été force de proposition et on s'aperçoit qu'avec cette montée de l'extrême droite dans beaucoup de pays d'Europe, eh bien, cela est de nature à affaiblir la France. Et vous savez que le président de la République aujourd'hui est en Italie pour le G7. Certains ont peur que cela affaiblisse la France. Pour ma part, je pense que les institutions sont suffisamment solides en France, mais il est vrai que cela inquiète. Mais il n'est pas le seul. Le chancelier en Allemagne a été considérablement lui-même fragilisé, puisque le AfD est devenu le deuxième parti politique en Allemagne. Le Premier ministre belge a aussi démissionné suite à la montée de l'extrême droite. Donc la France n'est pas le seul pays, mais c'est vrai que c'est de nature à inquiéter. Voir un grand pays, surtout dans une sorte de chaos politique, cela inquiète manifestement l'Europe. Le scrutin européen a infligé au parti d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz une humiliation historique. Sa formation d'extrême droite, Fratelli d'Italia, pour Giorgia Meloni, est arrivée largement en tête. Elle frôlait 29% des suffrages. Giorgia Meloni, qui est ainsi la seule dirigeante d'un des grands pays de l'UE à sortir renforcée. À l'issue de ces élections, elle se sent en position de force pour peser à Bruxelles? Oui, je pense. D'autant, si vous voulez, qu'elle est présidente en exercice du Conseil en Italie, ce qui veut dire qu'elle a un rôle important. Elle a réussi son pari. Elle était elle-même tête de liste de son parti, faut le dire, néofasciste, quand même d'extrême droite. En Italie, elle a réussi son coup et elle devient incontournable à Bruxelles. Et donc, il va falloir compter avec elle sur les grands textes, non seulement, mais également pour la désignation, dans un premier temps, du président ou de la présidente de la Commission européenne. Oui, absolument, parce que Giorgia Meloni, elle est arrivée au pouvoir en Italie au milieu de la mandature qui vient de s'écouler à Bruxelles. Et en fait, le fait que là, son parti soit arrivé en tête des sondages, évidemment, ça ne fait que légitimer et renforcer sa place au sein des dirigeants européens. On peut peut-être rappeler qui est Giorgia Meloni, Clara, qui est cette femme, d'où elle vient? Oui, alors Giorgia Meloni, c'est la ceux qui nous présidente rejoignent, peut-être qui n'ont pas suivi. C'est la présidente du Conseil italien. Son parti, c'est Fratelli d'Italia, qui, comme le disait Patrick, néofasciste. Et elle a été élue en plein milieu du mandat, comme je le disais. Et là, la différence, c'est que son parti est arrivé, on le disait, c'était 29%, il me semble, des voix. C'est quoi sa stratégie maintenant, à Giorgia Meloni? Écoutez, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en étant contre l'Europe, en disant que l'Europe c'était une catastrophe et qu'elle ne voulait plus en entendre parler. Elle a à ses côtés un allié qui est encore plus dérangeant en quelque sorte, extrêmement à l'extrême droite également, Monsieur Salvini, Matteo Salvini, président de la Ligue, qui est carrément d'extrême droite et qui donc en réalité ont voulu instrumentaliser le thème de l'immigration. Madame Meloni semble être un peu plus pragmatique. D'une part, elle est pour l'Ukraine, manifestement atlantiste. Puis la première chose qu'elle a faite, c'est d'appeler à la rescousse sur Ursula von der Leyen à propos des migrants sur l'île de Lampedusa. Oui, alors que quand elle est arrivée au pouvoir, ce qui n'est pas immédiatement intuitif en tout cas. C'est tout à fait étonnant, surtout que l'une des premières choses qu'elle a dit, et c'est aussi sur ça qu'elle a basé sa campagne, c'était de dire, en gros, la faute à l'Europe. Une fois que je serai au pouvoir, vous inquiétez pas, on sera débarrassé de ces espèces d'institutions à Bruxelles. Or, elle s'est très vite rendue compte dans la pratique qu'il était compliqué, et notamment sur la question migratoire, de se passer de l'aide de l'Europe, des politiques européennes. Et en fait, quelques semaines après, elle s'est tournée vers Ursula von der Leyen pour lui demander de l'aide.
Il y a aussi le Fidesz, hein, le premier parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orban qui arrive en tête de ces européennes. Il enregistre cependant un net recul, hein, 44% des suffrages. Alors certes, c'est un résultat qui peut faire pâlir de jalousie beaucoup de partis en Europe. C'est aussi une claque quand même pour Viktor Orban, non ? Alors une claque, j'en sais rien, vous savez, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, il a obtenu aux dernières élections législatives chez lui une majorité absolue qui lui permet de modifier la Constitution dans un sens complètement illibéral, comme on dira. Il n'y a plus de liberté de la presse, la communauté homosexuelle est surveillée, il n'y a plus d'indépendance des magistrats, c'est vraiment devenu un régime illibéral. Et ça fait 10 ans qu'il est élu. Alors effectivement, si on considère qu'avoir 44% des suffrages est une claque peut-être, je sais qu'il y a des grandes manifestations là-bas et quelque chose qui vient de tomber, la Cour de justice de l'Union européenne vient de condamner financièrement la Hongrie pour violation des règles de l'état de droit. C'est de nature à faire bouger quelque chose ? Juste rapidement pour revenir sur la Hongrie, je pense que vous avez tout à fait raison, Patrick. En fait, la Hongrie, depuis ces 10 dernières années, quels que soient en fait les résultats, maintenant, c'est entre guillemets un peu trop tard et c'est pas ce résultat qui va changer quelque chose. Donc finalement, oui, peut-être une petite claque pour Viktor Orban, mais si vous voulez, il a tellement fait en 10 ans que l'impact va rester assez minime. Vous savez, c'est comme la Pologne. La Pologne vient de reprendre un régime démocratique, en quelque sorte, après 8 ans de gouvernance du PiS, qui était un gouvernement nationaliste populiste. C'est un gouvernement qui a fait énormément de mal, non seulement à l'Europe, mais aussi aux Polonais, à la population polonaise, avec toutes les mesures discriminatoires qu'il a prises, une atteinte à la liberté de la presse, une atteinte à l'indépendance des magistrats, même chose, une stigmatisation de la communauté LGBT. Tout ça, c'est terrible. Et c'est extrêmement difficile de relibéraliser le régime. On voit que pour Donald Tusk, qui est un libéral, qui a été président du Conseil européen, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Donc ça va prendre du temps, comme lorsqu'il faut redémocratiser un régime qui s'est érigé en véritable régime violant les règles de droit. Clara ? Oui, absolument. Il y a aussi un autre exemple très criant qui va peut-être parler aux gens qui nous écoutent en Pologne, mais je suis sûr qu'il y en a plein dans le chat qui sont polonais. Mais le PiS, c'est le parti, par exemple, qui est revenu sur le droit à l'avortement, qui est quand même un droit fondamental, et qui est revenu. Et alors là, le nouveau, Donald Tusk essaye de revenir, mais c'est très compliqué de revenir sur ce droit. Et le PiS, en fait, si on peut le dire un peu vulgairement, a flingué un droit qui a été acquis de dur labeur, un peu en un claquement de doigts. Et en fait, on le voit très vite, notamment avec les partis d'extrême droite, ça part sur des droits assez fondamentaux. Et en général, sur les droits des femmes, c'est assez révélateur de ce qui va se passer ensuite. Et évidemment, ça a soulevé des grandes manifestations et énormément d'indignation, ce qui est normal. Mais je trouve que cet exemple de l'avortement, il est très révélateur sur ce qui a pu se passer en Pologne. C'est vrai, il y a eu des drames. Il y a aussi des femmes, malheureusement, qui sont décédées du fait de ne pas pouvoir se faire avorter. C'est un pays qui a violé la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est très grave. Il s'agit d'un pays que moi j'ai connu lorsqu'il sortait du communisme. J'y suis allé. Les premières années de transition, c'était un pays qui avait énormément, qui attendait de l'Europe, qui voulait la liberté. Et aujourd'hui, quand on voit le mal qu'a fait ce parti politique au pays, je trouve que c'est très triste. Si on fait une photo là, du Parlement européen, est-ce qu'il y a des séances, des surprises ? Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements. Si on regarde la photographie principale, vous avez toujours la droite qui domine, donc ce qu'on appelle le PPE à l'échelle européenne. Ensuite arrive la gauche, donc assez traditionnellement. Finalement, malgré ce débat un peu national en France entre le parti de la majorité et l'extrême droite, pardon, au Parlement européen, c'est pas du tout le cas. On a toujours ces deux partis principaux, la gauche et la droite, ils sont ensuite suivis par les libéraux, donc le parti d'Emmanuel Macron, et l'extrême droite n'arrive qu'en 4e position. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que par contre, les Verts, par rapport à 2019, ont perdu plus d'une vingtaine de sièges, 22 je crois pour être exact, et du coup ça je pense que c'est un point assez intéressant à relever. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on sait les enjeux liés au climat et à la transition écologique, un parti comme les Verts perd autant de sièges ? Comment on l'explique ça, Patrick, peut-être ?
Écoutez, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Rappelez-vous, avant, on disait il va y avoir un raz-de-marée des extrêmes droites, parce qu'il n'y en a pas qu'une, si vous voulez. Puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu ce raz-de-marée, même si les extrêmes droites, dans leur diversité, sortent renforcées. Si on additionne les deux scores de CR et de ID, Identité, Démocratie, et les Européens, comment on appelle ça, conservateurs et réformistes, entre guillemets, eh bien, ils sont le deuxième groupe politique, certes, mais entre eux, ils sont divisés. Par conséquent, ils vont avoir un pouvoir de nuisance. Moi, ce qui va m'intéresser dans les jours qui viennent, c'est de savoir comment ils vont se répartir les postes. Parce que c'est ça, le pouvoir. Il faut que vous expliquiez un petit peu, Patrick, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche. Comment ça marche? Vous savez, le Parlement... Pourquoi c'est intéressant, cette problématique-là? Cette problématique est importante parce qu'il vote ce que j'appelle des lois européennes, que l'on connaît, nous, sous la forme de directives, des règlements. Vous avez parlé de l'environnement, l'égalité homme-femme, les marchés publics, la citoyenneté. Tout ça, ce sont des votes. L'aide à l'Ukraine, bien évidemment, le Parlement européen vote tout ça. Et lorsque il y a des élections, la première chose que l'on fait, c'est se répartir le pouvoir au sein du Parlement européen. Donc il va y avoir l'élection d'un président ou d'une présidente, qui sera sans doute du groupe majoritaire, on verra bien. Et ensuite, il va y avoir des vice-présidences. Donc la question est de savoir, est-ce que les extrêmes droites vont obtenir un poste, ce qui pourrait conduire des partis d'extrême droite à présider des séances du Parlement européen, et ensuite la répartition des postes, notamment de commission du Parlement européen. Je pense avoir croisé Thierry Breton tout à l'heure au sortir de la maison de la radio. Comme vous disiez, oui, effectivement, l'extrême droite n'a peut-être pas performé autant qu'on pouvait l'espérer ou le craindre, ça dépend. Comment le Parlement va intégrer cette poussée de l'extrême droite ? Cette installation, en tout cas. Je pense que déjà, ce que disait Patrick, c'est juste, il faut voir, parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs extrêmes droites au Parlement européen. Il y en a deux. Il y a le groupe ID, par exemple, auquel appartient Marine Le Pen, et il y a à côté ECR, donc on disait les réformistes, conservateurs et réformistes, auxquels se rapporte plutôt Reconquête d'Éric Zemmour. Donc déjà, ils sont divisés, les extrêmes droites au Parlement européen, ce qui, du coup, de facto, leur enlève du pouvoir, de l'influence et évidemment un nombre de sièges. Donc déjà, il va falloir voir si elles décident de s'allier ensemble ou si au contraire, elles décident de faire chacune leur petit bout de chemin comme ça a été le cas. Pour l'instant, il n'y a pas d'alliance qui a l'air de pointer son nez, ce qui est plutôt... dépend comment on se place, mais un avantage, parce que plus elles sont divisées, du coup, moins forcément elles auront de pouvoir, et notamment pour ce que venait de dire Patrick, pour les vice-présidences, pour les présidents de commission, qui en fait ont notamment l'influence de porter à l'agenda des sujets, de choisir de prioriser un débat plutôt qu'un autre. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Patrick, vous souscrivez ? Oui, bien sûr. Vous savez, il y a des groupes qui sont fréquentables et d'autres pas. L'AfD, l'Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, un parti d'extrême droite d'inspiration néo-nazie, avec le chef de file qui avait récemment dit dans la campagne que tous les nazis n'étaient pas nécessairement des mauvais bougres, enfin quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, Marine Le Pen s'était complètement désolidarisée de ses propos. Et donc, ce sont des gens infréquentables. Donc, le fait de savoir vers qui le groupe de Madame Le Pen va-t-il aller. On l'a vu récemment en photo avec Matteo Salvini, qui lui-même est assez sulfureux quand même. Et donc, le fait est de savoir, pour Madame Meloni, présidente du Conseil dont nous parlions tout à l'heure, vers qui elle va se tourner. J'ai cru comprendre aussi, mais à voir de ce qui va se passer, c'est que lors de la campagne, la présidente de la Commission, Madame Ursula von der Leyen, a dit qu'éventuellement, elle ne refuserait pas le soutien d'un certain nombre de parlementaires fréquentables de l'extrême droite. Donc, on verra bien de quelle façon. Vous voyez, il y a un jeu politique qui va se dérouler, et ça, il faudrait être très très attentif, car l'Europe ne peut pas se permettre d'avoir un exécutif qui a été élu grâce à l'extrême droite. Et on voit des têtes se distinguer parmi ces gens qui Qui pourraient rejoindre cette alliance. Oui, il y a ça. Et puis, alors, le groupe populaire, le PPE, le groupe le plus important, qui a augmenté ses voix. C'est un des rares partis, ou le seul, je crois, qui a augmenté ses sièges. Vous savez, quand on voit ce qui se passe en France, où les digues sont en train de tomber entre la droite classique et l'extrême droite, il est à craindre que sur certains textes, la droite classique, modérée, puisse voter, on verra, avec l'extrême droite, pour durcir un certain nombre de textes. Nous parlions, par exemple, du pacte asile-immigration qui a été voté. J'allais vous poser la question, et ça concerne quel texte, par exemple? Mais par exemple, on sait que des textes importants qui sont en cours. Oui, on sait que certains ont dit qu'ils voulaient revoir le pacte asile-immigration, une dizaine de pays, dont M. Orban, et donc là, il pourrait y avoir éventuellement des changements.
Oui, absolument, parce qu'en fait, au Parlement européen, le but, c'est un peu de trouver des alliances pour créer des coalitions et avoir des majorités sur des textes. Et effectivement, la présidente de la Commission européenne a dit qu'elle n'était pas forcément fermée. Elle a dit ça, on était en période électorale et les sondages, effectivement, prédisaient un peu une arrivée de plus de députés, enfin d'eurodéputés d'extrême droite. Et donc, face à ça, elle a un peu, entre guillemets, tenté d'assurer ses arrières en ne fermant pas la porte à des alliances avec ces partis-là. Alors après, les institutions européennes, elles ne fonctionnent qu'avec le compromis, le consensus. Est-ce que cette arrivée de gens qui refusent ce système-là, est-ce que ça pourrait être bloquant ? Ou est-ce qu'eux aussi vont devoir finalement se prêter au jeu du consensus, de l'alliance Je pense que la configuration du Parlement européen... C'est aussi pour rappeler à ceux qui nous regardent que ça ne fonctionne pas tout à fait comme à l'Assemblée nationale, qu'il y a une culture du consensus à Bruxelles, à Bruxelles et à Strasbourg, qui est très forte. C'est pas nécessairement la culture du consensus, c'est la culture du compromis. Du compromis, plutôt. C'est très juste. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Chez nous, le raison, compromis, Patrick. pas trop, si vous voulez. Oui. Mais à Bruxelles ou à Strasbourg, oui. D'autant qu'on s'aperçoit, si vous voulez, que les deux groupes, alors les groupes socialistes, sociodémocrates, le groupe PPE, Renaissance, le groupe de M. Macron et les Verts, vont pouvoir s'entendre sur un certain nombre de textes raisonnables. Je ne pense pas que l'extrême droite soit dans une situation de compromis, et d'ailleurs personne n'en voudra véritablement. Mais vous voyez, on sent que certains partis politiques en France ont été gênés. Lorsque Mme Meillet disait « mais Monsieur Glucksmann, pourquoi vous venez pas vers nous ?» et l'inverse, « pourquoi Mme Meillet vous venez pas vers nous ?» Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'entre les sociodémocrates modérés et la droite modérée, il y a constamment des compromis, et que donc au final, c'est pas qu'on se ressemble, mais c'est qu'on accepte de discuter pour aboutir à des textes raisonnables. Donc évidemment qu'il y aura un compromis au Parlement européen, et ce sera d'autant plus fondamental dans les années qui viennent. Oui, absolument. Et si je peux rajouter, alors, pour l'anecdote... Tout ce que vous voulez, Clara. Écoutez, pour l'anecdote, parole d'eurodéputée, donc Laïla Chaibi, eurodéputée de la France Insoumise. Donc j'étais au QG pas par conviction politique, mais pour couverture éditoriale. Parce que pour vous Euractiv. êtes journaliste, justement. Et donc j'étais avec Laïla Chaibi au moment de l'annonce des résultats, et donc je lui demande, est-ce que ça vous fait peur 30 quand même députés du Rassemblement national qui vont se retrouver à Bruxelles. Et alors, elle était assez inquiète de ce que ça disait du pays, mais en attendant, elle m'a dit de toute façon, ces gens-là, on ne les voit jamais au Parlement européen. C'est un peu les députés fantômes, ils ne viennent jamais travailler, donc au final, ça ne l'a pas non plus inquiétée, parce que elle s'est dit que de toute façon, ils ne les croiseraient pas. Pardon, Patrick. Oui, non, mais ce qui montre bien, si vous voulez, que voilà, la difficulté, c'est qu'on élit des députés européens et ils disparaissent de la circulation pendant 5 ans. Donc qu'ils viennent au Parlement ou pas, finalement, c'est pas très. Oui. On va dire, c'est pas très gênant. C'est très gênant pour la démocratie quand même. Et donc, on verra bien ce que ça fait. Mais vous savez, quand les Français ont élu, c'est la démocratie, 30 députés du Rassemblement national, que vont-ils faire ? Ils vont être marginalisés de toute façon. À supposer même qu'ils viennent, de toute façon, on ne prendra pas en compte leurs observations. Ils auront effectivement un pouvoir de nuisance, à supposer qu'ils soient d'accord entre eux. Ce qui n'est pas du tout évident, ce qui n'est pas leur nature, en fait. Voilà, donc l'essence d'un parti un peu nationaliste, c'est plutôt de défendre son pays, en tout cas. Oui, et d'ailleurs, c'est très révélateur parce que je crois que vous en parliez juste avant, mais à l'annonce de la dissolution donc, de l'Assemblée nationale, vous avez à peu près la moitié de la liste des eurodéputés qui avaient été élus, qui en fait ont dit que finalement, ils ne se tourneraient pas vers une carrière d'eurodéputé, mais ont préféré quitter ces fonctions pour rentrer en campagne législative en France. Du coup, ça prouve aussi le peu d'intérêt finalement qu'ils ont pour l'Europe et les questions européennes, parce qu'ils sont capables en fait de switcher de eurodéputé à député et campagne européenne à campagne législative. Voilà. Et ça fait marrer Patrick. Oui, parce que je veux dire à monsieur Bardella, campagne électorale en France, s'il devient Premier ministre ou s'il intègre un gouvernement, il va quitter immédiatement Strasbourg, donc il aura siégé quelques jours. Beaucoup d'autres personnes suivront les politiques à Paris. Donc on voit bien que finalement c'est qu'une façon de se positionner. Plusieurs partiront, et donc évidemment ça fera monter des députés de la liste, des gens qui seront parfaitement inconnus, on ne saura pas ce qu'ils feront, et donc c'est quand même assez dommageable pour la démocratie européenne.
Il y a Jésus Zina, salut Jésus Zina, qui est un de nos spectateurs, spectatrices, viewers, dans le chat, qui demande s'il y a une prise de pouvoir par les extrêmes au Parlement européen, quand pourrions-nous voir des directives arriver et quel serait le sujet priorisé dans leurs décisions? Alors peut-être que le mot directive n'était pas bien choisi. En tout cas, qu'est-ce qui pourrait se passer là dans production de normes, pour peut-être généraliser, si l'un ou l'autre des extrêmes arrivait au Parlement européen? Et sur quel calendrier? Donc je crois que c'est ça la question de Jésus Zina. Salut Jésus Zina, merci de rester avec nous. Alors, si j'ai bien compris la question, déjà, il faudrait, on en parlait de ce système de coalition, il faut, même si évidemment qu'il y a plus de députés, d'eurodéputés d'extrême droite qu'il n'y en a jamais eu, il faut bien se rendre compte qu'ils n'ont pas une majorité du tout et qu'avant qu'ils soient capables de renverser un texte ou de renverser le Parlement européen, on n'y est vraiment pas. Là, ce qui est plus contraignant, on va dire, c'est que maintenant on est obligé un peu de dealer avec eux parce qu'ils sont là et évidemment que la démocratie fait qu'on prend tout le monde en compte. Pour l'instant, j'ai envie de dire... pas trop d'inquiétude, ils vont pas revenir sur des textes fondamentaux, de toute façon ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont pas de majorité. Ce qui est plutôt à surveiller du coup, c'est les alliances dont on parlait au début, et là effectivement sur des alliances, par exemple le PPE, donc la droite qui est le plus grand groupe, effectivement s'il y a des alliances entre la droite et l'extrême droite, là on pourrait peut-être voir une certaine forme d'influence, mais pour l'instant il reste, et on le disait au début de l'émission, quatrième groupe du Parlement européen, et loin derrière le PPE. Il me semble que le PPE, c'est plus de 180 eurodéputés et il me semble que le groupe ID, donc, auquel appartient le Rassemblement national, c'est à peu près 80 députés, quelque chose comme ça. Oui, alors, il faut savoir une chose, c'est que le Parlement, c'est un Parlement, par définition, ce n'est pas lui uniquement qui fait la règle. Nous parlions tout à l'heure, vous parliez des directives, il faut savoir qu'il y a quand même un système institutionnel, il y a une lutte entre les différentes institutions, une coordination. Normalement, c'est la Commission qui propose des textes de loi, directives, qui sont envoyés à la fois au Conseil des ministres, qui représente les États, et le Parlement européen. Donc le Parlement européen lui-même, qui n'a pas l'initiative des lois, en quelque sorte, n'est pas en situation de renverser une jurisprudence ou des textes de loi. Il peut le faire, mais en concertation avec le Conseil des ministres et la Commission. N'oublions pas le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, qui doit aussi donner des grandes orientations. C'est aussi un exécutif. Et donc le Parlement, en tant que tel, ne peut pas à lui seul renverser des textes de loi, mais la personne qui est Jésus Zina, c'est ça, pardon? Jésus Zina. Voilà, eh bien, a tout à fait raison, en ce sens que le Parlement européen, oui, pourrait influer sur les textes. Par exemple, on parle de l'écologie. Beaucoup d'extrême droite ont parlé de l'écologie punitive, même dans la droite classique. Donc cela pourrait amoindrir effectivement ces directives, revenir sur certaines choses vis-à-vis des agriculteurs, par exemple, les carburants, l'agriculture verte, tout ça, ça pourrait avoir une influence effectivement non négligeable sur les textes à venir.